Bah, nickel, bah, je pense qu'on va commencer. Bon, malheureusement, on n'a pas le plaisir d'avoir John qui est présent aujourd'hui, mais c'est que partie remise, il sera là sûrement la prochaine fois. Et par contre, on a le bonheur d'avoir Théo qui viendra nous parler un peu de ce qu'il fait, de sa newsletter et de l'Institut Bitcoin qu'il a lancé assez récemment. Et puis, bien sûr, il interviendra aussi à nos côtés sur les différents sujets desquels on a eu envie de parler cette semaine qui sont d'une part tout ce qui est financement via Bitcoin. Alors, à moins que vous viviez dans une grotte, vous avez dû entendre parler un peu du convoi de la liberté au Canada, qui a fait des émules d'ailleurs un peu partout dans le monde. Et ce convoi avait levé des fonds via d'abord GoFundMe, qui est un gestionnaire de crowdfunding centralisé, qui a gelé les fonds. Et donc après, ils sont tournés vers quelque chose de résistant à la censure, qui est Bitcoin, et leur financement a atteint 21 millions, enfin 21, pardon, 21 Bitcoin récemment. Donc assez important quand même. On parlera aussi des frais de transaction sur Bitcoin parce que il y a une équipe de la Banque du Canada qui a sorti un petit rapport, un petit papier de recherche, on va dire, récemment, où ils analysent un peu historiquement qu'est-ce qu'ont été les frais de transaction et en essayant d'imaginer si c'est soutenable à terme de se baser uniquement sur les frais de transaction pour récompenser les mineurs, ou est-ce qu'il faudrait pas réduire encore la taille des blocs pour accroître le revenu des mineurs et garder une sécurité constante. Euh, donc c'est une discussion assez intéressante, je trouve. Et enfin, on parlera un peu de CBDC parce que il y a eu une nouvelle note de la BCE qui est sortie où ils expliquent un peu ce qu'ils envisagent plus ou moins comme type de CBDC. Voilà pour le programme. Mais avant, peut-être Théo, si tu veux aussi te présenter, présenter un peu ce que tu fais. Comme ça, les gens voient un peu de qui tu es, de où tu parles, etc. Ouais, pas de problème. Merci beaucoup pour l'invitation, les gars, et pour cette introduction, Fanny. Donc, en gros, moi, je fais de la formation Bitcoin. Donc, j'ai créé un institut qui s'appelle Institut Bitcoin au début de l'année 2022. Donc, l'idée, c'est à la fois de proposer du contenu en accès libre et également de proposer des prestations de conseil et de formation pour les gens qui veulent un accompagnement un peu plus personnalisé ou être accompagnés sur des sujets spécifiques, que ce soit des particuliers ou des entreprises, que ce soit d'intégrer des solutions de paiement, enfin, de mettre en place vos systèmes de sécurité, de mieux comprendre l'écosystème, ou pour des entreprises, d'essayer d'adopter une stratégie de trésorerie, former vos collaborateurs à Bitcoin, mieux comprendre tout ça. Enfin bref, pas mal de choses. Et pour l'essentiel, le contenu gratuit que je fais, c'est soit des articles que vous pouvez retrouver en général sur Twitter, ou des podcasts essentiellement sur la chaîne de Roxy, Découvre Bitcoin. Là, on est en train de faire une série sur l'économie autrichienne, qui, comme vous le savez, est assez liée à Bitcoin, notamment lorsqu'il s'agit de comprendre l'intérêt monétaire de Bitcoin. Pour l'instant, je crois qu'on a deux, trois épisodes, et en tout, il y en aura quelque chose comme cinq, six. Et du coup, comme l'exprimait aussi Fanny tout à l'heure, j'ai commencé une newsletter mensuelle qui s'appelle The Road to Financial Repression, donc sur la route de la servitude financière en français, et dont l'objet en fait c'est d'analyser le contexte macro avec un sujet différent par mois, mais qui suit toujours ce fil conducteur finalement qui est que nous rentrons en répression financière. Donc pour ceux qui ne le savent pas forcément, la définition, on va dire, officielle de la répression financière, c'est quand les taux réels sont négatifs, donc quand les taux nominaux corrigés par l'inflation sont en dessous de zéro, ce qui signifie que votre capital fond comme neige au soleil, et ce qui en général motive les gouvernements à prendre des mesures pas très orthodoxes et qui ont des implications sur effectivement bouger son argent d'un point à l'autre de la planète, sur son épargne, comment investir, les marchés financiers, le crédit, le financement des entreprises, enfin plein de choses. Et donc, je me propose d'analyser tout ça dans cette newsletter, qui bien sûr est gratuite. Et vous pouvez vous y inscrire, pardon, si vous suivez le thread que Fanis a mis sur le Space là à l'instant. Il y a un lien Substack, donc si vous vous inscrivez, vous allez recevoir chaque édition directement dans votre boîte mail. Et sinon, vous pouvez aussi télécharger les rapports sur mon site directement dans la catégorie articles et rapports. Donc c'est https://institutbitcoin.fr. En gros, voilà.
trop bien, génial. Merci beaucoup pour cette présentation. Ultra intéressant, je trouve. Et puis je pense, voilà, ça va être ultra cool de t'avoir aussi pour discuter de certains des sujets dont on va parler aujourd'hui. Mais d'ailleurs, du coup, on peut commencer avec le premier sujet qui est le financement via Bitcoin. Donc c'est quelque chose qui est pas du tout nouveau. Ça fait depuis le début de Bitcoin, je pense quasiment, que c'est utilisé pour se financer, enfin pour financer certaines actions, on va dire, pour du crowdfunding. Ça passe par tout simplement tiper quelqu'un et ça peut être aussi donné pour des causes un peu plus larges, des projets un peu plus grands, etc. Et et voilà, et je me souviens déjà que ça avait il y avait eu les gilets jaunes en France, ça avait déjà été un sujet qui avait été amené sur la table parce que il y avait un certain nombre de cagnottes de gilets jaunes, notamment pour payer des frais judiciaires qui avaient été gelés. Et à cette époque déjà, la communauté francophone avait dit mais vous devriez utiliser Bitcoin parce que euh, dans ce cas-là, on ne pourra pas geler vos fonds. Je crois que c'est un peu resté lettre morte. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a une espèce de switch, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le convoi de la liberté au Canada s'est beaucoup plus emparé de cet outil, euh, jusqu'à réussir à lever, comme je disais, 21 milliards de Satoshi, donc c'est-à-dire 21 bitcoins. Voilà, j'ai vu que Lounès a levé la main. Je sais pas quel est votre avis là sur la question. Ouais, je voulais juste dire que ça fait très longtemps que c'est utilisé pour ça, même quand toutes les plateformes refusaient de traiter les donations pour Wikileaks, ils se sont tournés vers Bitcoin et donc ça fait vraiment un moment que c'est utilisé pour ça, quoi. Pour des causes un peu plus grandes, comme tu disais, que des tips. Ouais, c'est Ouais, vrai que ça fait complètement. longtemps. Ouais, c'est vrai. Salut, ouais, ça fait longtemps, mais là, ce que je trouve super, c'est que c'est vraiment la plebs qui la montre à la plebs, en fait. Et c'est là où je suis un peu impressionné comment ça s'est fait, où on voit. C'est vraiment que quand tu suivais un peu Twitter, c'est un mec qui connaît Twitter, mais il est pas très connu. Et dans ses communiqués, il disait, bah, je suis aidé par des experts Bitcoin qui m'ont aidé à créer les canaux, qui m'ont aidé à créer la cagnotte, qui m'ont aidé à les distribuer. Et derrière, ils vont de camion en camion et ils essaient de faire télécharger des portefeuilles et de leur éduquer un petit peu par rapport à Bitcoin. Donc moi, ce qui m'impressionne, c'est que je vois vraiment plein de camionneurs qui s'en foutent de Bitcoin, qui d'un coup comprennent l'intérêt, enfin plein de personnes, pas forcément camionneurs, mais qui veulent leur liberté, qui s'y intéressaient pas, qui comprennent l'aspect censure plus que l'aspect monétaire et qui l'adoptent. Et même si finalement, bon, il y a trop de répression, ça devient un flop ce mouvement, l'important c'est que la prochaine fois, les gens vont passer plus rapidement sur Bitcoin. Donc au lieu de lever 10 millions sur une plateforme centralisée, et après 21 Bitcoin, ils vont peut-être passer tout de suite sur Bitcoin parce qu'ils vont comprendre. Il y aura de plus en plus de camionneurs, de gilets jaunes qui ont compris Bitcoin, qui vont pouvoir le montrer à leurs voisins et leurs copains. Évidemment, ça va être vachement exponentiel. Et le jour où tu auras vraiment un très gros mouvement à nouveau, et ben tout le monde va utiliser Bitcoin. Et il y aura pas il y aura plus cette friction qu'on a eu cette fois-ci à leur installer, à préparer, à leur expliquer parce que ils vont le faire entre eux, tu vois. Et pour moi, ça va être ça la vraie force. C'est plus simplement les technos, enfin les mecs très très forts techniquement qui l'utilisent comme WikiLeaks en 2011, je pense, ou 2012, même 2009. Enfin, je sais même plus quelle année, 2010. Là, ce sera la plebs. Et ça va être beau à voir. Guillaume, j'ai vu que tu voulais parler. Vas-y. Ouais, bah tu fais bien de mentionner Wikileaks, parce que ça m'a fait penser à quelque chose du coup. Bon, j'ai plus la citation exacte, mais il me semble que c'était à ce moment-là que Satoshi avait dit, voilà, c'est un peu trop tôt pour Bitcoin. Il avait mentionné, voilà, kicking the hornet's nest. Hein, donc taper dans le nid d'abeille en mode, voilà, ça va attirer beaucoup d'attention sur Bitcoin et je sais pas si le protocole est prêt à faire face à ce genre d'attaque. Et je vois deux choses qui sont intéressantes par rapport à ça. C'est que la première, aujourd'hui, je pense que c'est plus en doute que le protocole peut résister à ce genre d'attaque. Et donc c'est super cool de pouvoir faire ce parallèle aujourd'hui et de voir l'évolution du protocole en quasiment 10 ans. La deuxième chose, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est que par contre, ça va apporter encore un peu plus d'attention des régulateurs sur Bitcoin. Et je pense que euh, il va falloir aussi passer à la vitesse supérieure en termes de privacy pour ces gens-là. Parce qu'on en parle souvent sur le space des CoinJoin, de la privacy, de pas laisser ses coins sur des exchanges, etc. Mais véritablement, quand on parle de répression financière, de censure de la part d'un gouvernement, et surtout un gouvernement
aussi puissant entre guillemets que celui du Canada, il faut être capable aussi de protéger ces gens-là qui vont utiliser Bitcoin. Et je pense que c'est un sujet qui a été un peu balayé sous le tapis, en mode voilà, on a récolté 21 millions de Bitcoin, c'est trop bien, mais à un moment donné, voilà, il va falloir utiliser ces Bitcoins, peut-être qu'ils vont avoir besoin de les transformer en fiat. Comment est-ce qu'on protège ces gens-là à ce niveau-là? Et je ne sais pas si vous avez des avis par rapport à ça. Je remets pas du tout en cause le fait que qu'ils aient levé les fonds en Bitcoin, hein, parce que moi le premier d'ailleurs, enfin j'espère qu'il y a peut-être des truckers canadiens qui nous écoutent ou des gens du Convoi de la Liberté en France. Je vous salue et je vous respecte à tout jamais. Mais voilà, c'est un sujet vachement intéressant. Théo, tu veux prendre la parole? Ouais, non, je voulais juste ajouter sur ce sujet que je trouve que c'est vachement intéressant parce que, en fait, les cas d'usage de Bitcoin évoluent un petit peu avec le contexte. Donc, je pense que j'apprends à personne. Au début, on expliquait que c'était une monnaie de geek. Après, la phase 2016-2017, c'était un instrument spéculatif. Avec le Covid et les réponses des banques centrales, on a eu toute la narrative autour de l'idée que Bitcoin est une réserve de valeur qui se développait, ce qui est totalement juste, hein. La limitation absolue de l'offre en fait une très bonne réserve de valeur. Et pour faire le pont entre les deux sujets qu'on évoquait, on se retrouve de plus en plus dans un environnement où les États et leurs affidés cherchent à garder, voire resserrer leur contrôle à la fois sur l'information, sur le déplacement des personnes, sur ce qu'ils font, sur l'utilisation de leurs moyens financiers. Et j'ai en tout cas l'impression toute personnelle que l'on rentre de plus en plus dans une période qui va mettre en exergue la résistance à la censure de Bitcoin comme propriété fondamentale du système. Et l'événement de GoFundMe plutôt, pardon, effectivement, met vachement bien en lumière le fait que il y a, enfin, c'est quelque chose qui est complètement unique. C'est-à-dire que c'est ce que j'écrivais dans ma première newsletter. Il y a pas mal d'actifs finalement qui peuvent servir de réserve de valeur. Alors après, ils ont des qualités différentes et on peut en discuter. Mais par contre, ce qui est totalement unique, c'est d'avoir un réseau acéphale qui a son unité de compte native et qui permet des transferts qui soient résistants à la censure. Et dans un monde qui devient de plus en plus axé autour du contrôle, moi effectivement, je pense que ça risque d'une part de changer les comportements, c'est-à-dire d'inciter les gens à moins recourir à des intermédiaires, à moins laisser leurs avoirs sur des exchanges et à plus apprendre à utiliser le réseau Bitcoin en lui-même. Et ça va également nous faire rentrer, je pense, dans un storytelling différent autour de Bitcoin qui sera plus lié effectivement aux libertés fondamentales, un peu, on pourrait dire, Bitcoin, monnaie de la liberté, quoi. Ouais, je te rejoins, mais du coup, je me dis que ce sera utilisé contre Bitcoin. Dans le sens où en France, tu vois, imaginons demain, on a une vraie manifestation importante, un vrai mouvement qui marche, où il y a besoin de lever des fonds, on lève des fonds en Bitcoin. Ce sera l'excuse parfaite pour le gouvernement de dire, regardez, on peut pas friser ses comptes bancaires, c'est du financement de terroristes au final, parce que c'est une organisation qui va à l'encontre de l'État. Il faut agir, il faut absolument plus réguler Bitcoin. Et si on laisse cet outil qui pollue aller comme ça, bah vous voyez bien, on n'a pas la main mise pour arrêter ce mouvement néfaste à notre démocratie. Donc moi je me dis, encore les 21 millions, la monnaie saine, ça les fait chier, mais bon, ils peuvent le tolérer. Par contre, le fait que ça soit incensurable, c'est ça qui va leur donner le prétexte et la justification pour essayer de le bannir à grande échelle. Ils vont utiliser l'environnement, évidemment, mais je pense qu'ils vont vraiment nous taper dessus le jour où on va lever des grosses sommes pour aider un mouvement populaire en France. Et là, ils vont dire non, hop, on peut pas accepter une monnaie non censurable. Et là, il y aura les CBDC et tout le truc qu'on va parler dans le sujet 3. Et pour moi, ça va de mèche, en fait. Le fait que ça soit incensurable, c'est leur prétexte idéal pour dire ça rentre pas dans nos cases de financement terroriste, blanchiment d'argent, on doit agir, on doit réguler encore plus, on interdit les portefeuilles non KYC, on interdit les transferts non régulés, et finalement on va aller tracer toutes les personnes qui ont fourni de l'argent, on va aller les retrouver, et on va vraiment attaquer d'un coup finalement du financement d'opérations qui est dit non étatique par l'État, parce que c'est des menaces directement. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, vraiment 100%. Le petit bémol que je mettrais, c'est qu'en fait, pour moi, plus on avance vers ça, plus vite on gagne.
C'est-à-dire que, en fait, ils peuvent, enfin, pleurer et crier autant qu'ils veulent et crier face au ciel que Bitcoin c'est mauvais et ça permet des choses absolument pas recommandables. Étant donné qu'ils n'ont pas de moyens d'arrêter le réseau en lui-même, en fait, en l'interdisant, en essayant de nous mettre des bâtons dans les roues, etc., ils vont surtout donner un premium monétaire à Bitcoin. C'est ce qu'on voit bien d'ailleurs dans les pays où ça s'est passé comme ça, que ce soit au Nigeria ou dans d'autres pays. À partir du moment où le gouvernement essaye de taper sur Bitcoin un peu fort, en fait, il en fait l'apologie, enfin, il en fait la publicité plutôt, dans la mesure où il démontre d'une part son incapacité à vraiment l'arrêter, et en plus, il fait une campagne de publicité gratuite qui donne un premium monétaire à l'actif en question. Là, en l'occurrence, c'est Bitcoin, mais dans l'histoire, ça a été plein d'autres actifs différents. Quand on a interdit l'or, bah, il y avait des marchés noirs qui se développaient, et puis ça rendait l'or beaucoup plus désirable, et il y a beaucoup de gens qui cherchaient à en détenir. Et dernier point là-dessus, je pense que c'est aussi une question économique entre le coût de la régulation et son bénéfice. Et effectivement, c'est tellement peu cher pour un individu de comprendre Bitcoin, de l'utiliser un peu correctement, de réaliser des transferts ou pour un groupe de lever des fonds, etc., que bien entendu, certains individus passeront pas à travers les mailles du filet, auront probablement des sanctions et ce sera terrible pour eux, pour nous si je suis concerné, etc. Mais si le coût de la réglementation et de la censure est hyper élevé, comme c'est le cas avec Bitcoin, ou comme par exemple ça a été le cas lorsqu'il s'agissait dans le passé de policer les maires, eh ben en fait on n'arrive jamais, enfin les États arrivent jamais réellement à se débarrasser de la menace et il y a une sorte de dynamique entre on va dire la police et les voleurs où des stratégies de plus en plus élaborées se développent et quand le coût est naturellement trop élevé, quand le coût d'exercer une censure et une régulation est naturellement trop élevé, comme c'était le cas par exemple sur le fait de policer les maires, étant donné leur étendue, l'absence d'infrastructures, etc., etc. Et ben en général, on constate juste l'impuissance des États. Et je dis pas forcément que ça va se réaliser comme ça ou autre, hein, mais je pense que c'est aussi par là que ça passe et que c'est une comment dire, c'est 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 quelque chose qui va aussi encourager beaucoup de gens à s'y intéresser plus en avant. Ouais, super intéressant. Je vais rajouter un truc pour tous les viewers parce que j'ai beaucoup de ces remarques et même dans Twitter, beaucoup de gens m'ont répondu ça. Quand on explique que c'est incensurable et que du coup on peut envoyer l'argent, vous êtes beaucoup à nous dire oui, mais après ils font comment pour la retransformer en euros? En fait, faut avoir le petit switch et se dire que non, si ces gens sont en train de se battre pour leur liberté, si ces gens sont la seule solution pour lever des fonds, c'est Bitcoin, ils vont pas repartir en euros. Ils vont apprendre à utiliser Bitcoin comme tout le monde et du coup ils vont payer leurs commerçants en Bitcoin. Quoi? Attention, parce que c'est ce que je disais du coup juste avant. Et enfin, dans l'idée, tu as totalement raison. Mais par contre, pour le cas, par exemple, des truckers canadiens, c'était pour les aider à financer tout ce qui est nourriture, Mais justement, j'allais en venir, tu essence, vois, genre, etc. moi je viens, enfin mon père vend des fruits Ouais, et pour ça, il légumes, faut transformer en fiat, t'as pas le choix. mais non C'est-à-dire, mec, et c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Je non, suis pas mais d'accord, tu vois, mon aujourd'hui, père il vend des fruits et aujourd'hui, légumes, il accepte Bitcoin, et s'il faut non, fournir 14 tonnes de légumes tous les jours à Paris, il le fera payé en je Bitcoin. suis Et je d'accord avec pense que toi les gens, en fait, ils vont dans le créer leur futur, économie mais parallèle, actuellement, c'est pas et le ils cas. ont leurs potes. Et un jour ou un autre, si assez de personnes ont compris comment marche Bitcoin, si assez de personnes l'acceptent et ont simplement des putains de wallets et savent comment faire une transaction, on va créer cette économie parallèle et elle sera nécessaire, voire obligatoire. Donc en fait, les gens vont devoir s'adapter s'il y a de la censure de façon très autoritaire. Et je sais pas, moi je pense que l'argument on doit repartir en fiat systématiquement, ça existera, tu auras un pourcentage qui repartira en fiat évidemment, mais de plus en plus ça va grossir dans une économie full Bitcoin. Je vois pas d'autre Totalement. solution si on parle de révolution. Totalement, sur le fond, tu as raison, mais ce que je te dis, c'est que de manière pratique, là, aujourd'hui, en février 2022, ils n'ont pas le choix, il faut retransformer en fiat. Et ce que je disais, c'est comment on protège ces gens-là qui vont devoir retransformer en fiat. Évidemment, le monde parfait, ça serait qu'ils puissent tout financer en Bitcoin. Mais voilà, c'était juste ma remarque. Et puis bon, voilà, ça fait déjà 20 minutes qu'on est sur le sujet, mais euh, voilà, c'est juste mon avis. Bah, il y a aussi peut-être une autre dimension, c'est qu'en fait, même s'ils sont obligés de les transformer en fiat, à partir du moment où il y a une demande, il va se former une offre et donc il y a pas mal de gens qui vont quelque part se spécialiser dans le fait de faciliter ces transferts par des canaux plus ou moins
subtiles, plus ou moins difficiles à réguler, que ce soit par du peer-to-peer Bitcoin en cash, que ce soit par le fait de servir d'intermédiaire aux transactions. Donc, vous payez cet intermédiaire en Bitcoin et puis lui, il va pour vous acheter ce dont vous avez besoin en fiat, etc. Mais je pense effectivement, ça fait longtemps qu'on parle de ça, mais juste pour finir, je pense qu'il faut pas sous-estimer l'ingéniosité humaine. Ouais, entièrement d'accord. Si tu l'avais pas dit, Théo, j'aurais dit la même chose. C'est qu'il y a forcément des gens qui vont être chauds pour recevoir du Bitcoin et filer du fiat en échange. L'inverse. Non, c'est ça, pardon. Et après, il faudra effectivement le faire de manière discrète avec les quelques outils qu'on a aujourd'hui et qui continuent à s'étoffer pour amener un peu de privacy on-chain, donc des CoinJoin, ce genre de choses. Et puis, il faut pas oublier qu'au Canada, il y a quand même Bull Bitcoin qui est l'un des rares exchanges, si on peut parler d'exchange que je connaisse, qui CoinJoin automatiquement les retraits de ses clients. Voilà, donc c'est pas le pire endroit, je pense, pour avoir ce genre d'expérimentation, en tout cas. En tout cas, très intéressant. J'ai vu que il y avait un petit débat qui a chauffé entre Guerilla V2 et Découvre Bitcoin. Ils sont toujours copains, vous inquiétez pas. Et on va enchaîner avec tout ce qui est frais de transaction. Et une question, en fait, est-ce que les blocs sont trop grands? Parce que c'est ce qu'a l'air d'indiquer un rapport publié récemment par une équipe plus ou moins autonome de la Banque centrale canadienne. Et alors, c'est pas quelque chose de nouveau comme idée. C'est quelque chose qui est défendu par certains développeurs Bitcoin Core, notamment comme Luc Dash Junior. Tout simplement parce que... Allô, ouais. Oui. T'as dit quoi là? Ok, non. Que Guillaume adore. Et donc, parce que l'idée est que on a besoin d'avoir un certain marché des frais de transaction sur Bitcoin si on veut qu'un jour, les frais de transaction puissent suffire à financer la sécurité du réseau une fois que les récompenses de blocs, donc les bitcoins nouvellement créés par les mineurs, vaudront zéro, enfin seront à 0 bitcoin par bloc. J'ai vu que Guillaume, tu as un peu discuté avec Nick Carter sous le tweet où il avait posté ça et que je vais mettre dans le space là d'ailleurs. Je sais pas si tu veux enchaîner, commencer à donner ton avis sur la question. Carrément. Non, mais déjà, la première chose, c'est que pour le coup, je pense que c'est la seule chose avec laquelle Luc Dacher et moi, on est d'accord. C'est que potentiellement, réduire la taille des blocs un jour, ça pourra venir sur la table. Et donc voilà, je voulais juste le préciser. Pour revenir au débat et à ce rapport, moi aujourd'hui, c'est le sujet auquel je pense le plus souvent sur Bitcoin, c'est-à-dire la soutenabilité du système Proof of Work quand les blocs subsidies ne seront plus là. Même si voilà, je pense qu'on est tous ici assez bullish sur Bitcoin pour défendre l'idée que les fees prendront le relais à un moment donné et que l'augmentation du prix à long terme fera que ça restera profitable pour les mineurs de protéger le réseau. Je pense que tout Bitcoiner responsable se doit de considérer l'option alternative. C'est un petit peu ce que propose le rapport de la Banque centrale du Canada. Il est super intéressant. Alors malheureusement, il est un peu technique. Si vous n'êtes pas très chaud en statistiques et en économétrie, il peut être un peu complexe. Après, ça ne vous empêche pas de lire l'introduction et la conclusion. Mais voilà, ce rapport en gros dit que finalement Segwit a eu un impact disproportionné sur les fees de Bitcoin. Ça reste encore trop tôt pour dire si c'est un problème trop important par rapport à l'impact que ça peut avoir sur les fees, parce que finalement, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en bear market, quand il n'y a pas beaucoup de demandes pour le block space, on se plaint qu'il n'y a pas de demande. Et par contre, en bull market, quand il faut payer $140 pour une transaction, on se plaint que les blocs sont trop petits. Donc c'est un sujet fascinant, c'est ce qu'aborde le rapport. Et la discussion en fait que j'ai eue avec Nick Carter, c'était pour discuter de cette idée de éventuellement un jour, si les fees n'arrivent pas à prendre le dessus sur les blocs reward, les blocs subsidies, pardon,
est-ce qu'on pourrait considérer réduire la taille des blocs? Alors, la première chose qui vient en tête quand on parle de ça, évidemment, c'est le Block Size Wars et l'idée que, voilà, faire un changement de cette magnitude sur le protocole, c'est extrêmement risqué. C'est quelque chose qui diviserait forcément la communauté Bitcoin et donc c'est un sujet à prendre vraiment avec de très grosses pincettes. Et c'est pour ça que je l'ai formulé cette question à Nick Carter de manière très précise. Et sa réponse était super intéressante. C'est que lui propose l'idée, et c'est encore au stade vraiment d'une hypothèse, mais d'avoir une taille des blocs qui varie en fonction de la demande. Donc une block size variable qui pourrait s'adapter aux conditions de marché. Et donc pour faire simple, en gros, voilà, si demain il y a énormément de demandes, on arriverait à trouver un seuil optimal où la taille des blocs est suffisamment petite pour que il y ait une densité de fees importante sur le réseau et que les mineurs puissent se rémunérer, et quand c'est l'inverse, qu'on augmente la taille des blocs. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette idée. Ouais. Très loin de moi l'idée de dire qu'il faut faire ça sur Bitcoin. Attention, voilà, c'est vraiment une réflexion 20 ans dans le futur, mais ça n'empêche pas que c'est super intéressant et c'est ce genre de dynamique, moi, qui me plaît beaucoup. Ouais, en effet, si c'est nécessaire, on pourrait imaginer un peu comme l'ajustement de la difficulté, l'ajustement de la taille du bloc toutes les 2 semaines, enfin, tous les 2016 blocs ou l'équivalent. Comme ça, avoir une taille qui est en fonction de la congestion. Donc ça pourrait se calculer en fonction de, je sais pas, la moyenne des transactions non confirmées par jour, des trucs comme ça sur 2 semaines. Et du coup, avoir comme ça, toutes les 2 semaines ou tous les X temps, une taille de bloc qui change dynamiquement pour de telle sorte à avoir pas des fees par bloc constantes, mais enfin optimiser les revenus des mineurs pour que ça soit sustainable dans le futur. Ouais, Fanny ou Théo, au choix. Ouais, non, moi je voulais juste dire que, en fait, pour moi, on a déjà plus ou moins une taille de bloc élastique aujourd'hui avec Segwit, dans le sens où euh, quand les frais commencent à augmenter, ça augmente en même temps l'incentive à utiliser Segwit pour bénéficier de frais plus faibles. Et ce que fait Segwit, tout simplement, c'est que ça coupe une transaction en deux parties. La partie de la transaction en elle-même et après la partie, ce qu'on appelle le witness, qui contient les signatures attachées à la transaction, etc. Et qui est mis dans un autre endroit dans le bloc. Et il n'y a que la première partie qui compte dans le poids de la transaction, on va dire. Et donc, c'est pour ça qu'on paye moins de frais. Je la fais très simple. Et donc, en fait, finalement, quand les frais augmentent, bah, il y a une vraie incentive pour les utilisateurs à passer sur Segwit, à payer moins de frais et en même temps à alléger la taille des blocs. Donc, on a déjà quelque chose comme ça pour moi qui existe aujourd'hui, avec l'inconvénient que c'est quelque chose qui a tendance à aller plutôt dans le sens de plus d'adoption de Segwit. C'est-à-dire qu'en général, une fois que les gens l'ont adopté, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'ils retournent en arrière. Et qui est pas très adaptable, voilà, ça s'adapte pas sur une fenêtre de 2 semaines, quoi. Bah, c'est surtout que le problème, c'est que ça sert à réduire les fees. Donc effectivement, quand il y a beaucoup de monde, c'est cool de tes fees plus basses, 70% de moins. Mais le problème principal, là, c'est s'il n'y a pas assez de fees. Donc je trouve que Segwit ne répond pas du tout au problème et le rapport, il le dit même qu'en fait, Segwit, vu que ça baisse les fees, c'est pas forcément bon pour le futur du Bitcoin. Ouais, ouais, mais moi, ce que je trouve très marrant, c'est que quand même pendant des années, il y avait cette crainte que les blocs de Bitcoin soient trop petits parce qu'on les gardait à 1 mégaoctet et que ça pouvait jamais contenir toute l'utilisation du monde. Et là, on a peur que ce soit l'inverse. Euh, voilà, enfin, je trouve ça assez cocasse quand même. Mais Bah, c'est Théo, ce que je dis, c'est bear market, bull market, tu vois, ouais, c'est un peu ouais, ouais, le mood, exactement. voilà, ça dépend, mais la discussion reste pas moins intéressante. Ouais, ouais, complètement.
Ouais, alors contrairement à Guillaume, moi j'ai pas forcément beaucoup réfléchi à ce sujet-là, donc peut-être si je dis une énormité, n'hésitez pas à me corriger, hein. Mais il me semble que il y a une forme de flexibilité quand même déjà dans le mécanisme, même avec la taille des blocs fixés, parce que donc déjà, pour ceux qui ne savent pas forcément, hein, il y aura plus de blocs subsidies dans à peu près un siècle. Donc d'ici là, soit Bitcoin est majoritairement adopté et la monnaie mondiale, soit d'une certaine manière, ça reste un système un peu parallèle ou alors il aura totalement échoué. Et ensuite, si il y a moins d'incitation pour le mining de blocs à distribuer aux miners, à ce moment-là, effectivement, ils engageront moins de ressources pour sécuriser les blocs. Mais d'une certaine manière, ça veut aussi dire qu'il y a moins de valeur à sécuriser dans les transactions elles-mêmes. Donc, on peut très bien imaginer que des agents qui cherchent à obtenir un certain niveau de sécurité sur leurs transactions, au lieu d'envoyer, par exemple, je sais pas, l'équivalent d'un milliard d'euros ou de 100 millions d'euros, comme on le voit parfois dans une seule transaction, mais finalement, ils vont les diviser, payer plus de frais de transaction en pourcentage de la valeur totale du montant qu'ils envoient, et comme ça, ils vont relever l'incitation auprès des miners et faire augmenter l'ensemble de la rémunération qui leur est donnée, qui là sera uniquement constituée de frais de transaction. Mais alors encore une fois, peut-être que je prends ce problème-là à l'envers, mais j'ai l'impression que même du côté de la demande pour l'espace dans les blocs, il y a une forme d'adaptabilité possible en fonction de la demande de sécurité qui est recherchée par les agents qui cherchent à effectuer des transactions. Ouais, mais après, dans ton exemple, ils peuvent très bien faire une seule transaction et mettre les frais très haut, hein. Ils n'ont pas besoin de diviser en plein de. Oui, tout à fait. Et alors moi, j'ai une autre remarque et je me dis, mais à quel point ce serait grave si finalement on maintient ce niveau de hash rate et de mineur actuel dans le futur? Dans le sens où, ok, imaginons ton scénario, donc il n'y a pas beaucoup d'incentives, mais il y a quand même un petit peu. Donc il y a quand même des gens qui vont gagner de l'argent. Au pire, les mineurs qui sont pas rentables font faillite. Mais il y aura toujours de la sécurité. Il y aura toujours des gens qui auront un intérêt économique à miner, même si c'est pas autant qu'on pourrait le penser aujourd'hui. Je me demande en quoi est-ce que c'est un problème finalement. Je veux dire, parce que l'État pourrait plus facilement nous attaquer, mais dans ce cas, ça veut dire que Bitcoin est plus une menace en soi. Moi, je vois pas de scénario où c'est grave si le nombre de mineurs n'augmente pas exponentiel. Alors, je préférerais que ça le fasse pour la sécurité mondiale, mais je sais pas si je suis peut-être trop naïf. Vas-y, Guillaume. Ouais, bah c'est en fait tu mets le doigt exactement sur le sujet qu'évoquait Nick Carter dans sa présentation il y a 2 ans au MIT, qui référence sous ce tweet d'ailleurs que vous avez au-dessus. C'est cette idée de le niveau de hash rate optimal pour défendre Bitcoin. C'est-à-dire que lui, son argument, c'est exactement celui que tu viens de faire, c'est-à-dire on n'a pas besoin que le hash rate augmente exponentiellement à l'infini. C'est inutile. Il faut simplement qu'il augmente à un niveau où ça devient trop compliqué de l'attaquer. Donc évidemment, personne ici ne connaît ce niveau, mais c'est cette réflexion de voilà, il faut un niveau optimal. Par rapport à ta question, on peut faire le calcul très simplement. L'année dernière, les mineurs au total, ils ont récolté environ 16 milliards de dollars euh, pour, pour leurs activités de minage. Ça leur a coûté beaucoup moins. Maintenant, si tu fais le calcul très rapidement et que tu divises ça par deux, et puis par deux, et puis par deux, on arrive à un moment où, en fait, les mineurs, eux, ils ont de l'infrastructure à payer, ils ont des ASIC à déprécier, ils ont des nouvelles commandes à faire, et donc tu arrives à un niveau où simplement maintenir leur flotte actuelle de mineurs ne suffira pas, parce qu'il faudra le remplacer, parce qu'il y aura des coûts à payer, etc. Et donc, tu as totalement raison dans l'idée. Euh, mais la question, voilà, c'est quel est ce niveau optimal? Et ça, on n'a pas la réponse. Et donc, dans le doute, il faut essayer de rendre la, la, la densité économique des blocs plus importante. Et c'est vachement intéressant en fait comme perspective pour prendre la chose, puisque d'une certaine manière, là, on a besoin de sécurité un réseau qui est complètement subversif et qui fait face à des acteurs qui peuvent imprimer du fiat et qui peuvent essayer de l'attaquer sans avoir aucun motif économique autre que chercher à le détruire. Mais si dans le futur, encore une fois, Bitcoin est devenu un étalon largement partagé, on peut imaginer, je pense que c'est pas complètement déconnant, qu'on a plus affaire à des menaces d'assaillants qui cherchent effectivement à détourner des fonds ou à rollback la chaîne ou à faire des double spending
de manière en étant motivé par un pur gain financier. Et à ce moment-là, du coup, en fait, la quantité de sécurité pour défendre un bloc doit dépendre de finalement la quantité de pouvoir d'achat, j'ai envie de dire, enfin de capital qui est transporté dans ce bloc. Et donc, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi finalement des agents qui chercheraient à avoir un certain niveau de sécurité pour leurs transactions, finalement n'en paieraient pas le coût. De la même façon, pour t'accompagner là-dessus, je me dis si un État adopte Bitcoin, ça rentre dans son budget militaire de sécurité nationale de devoir miner. Pour moi, le Salvador, il va devoir miner même s'il est à perte, simplement parce que son système monétaire est basé dessus. Il va pas le laisser mourir, tout comme l'armée américaine défend le pétrodollar. Bon, bah, ils vont pas arrêter. Pour moi, c'est un sunk cost, en fait, finalement. Donc, je me dis, OK, peut-être que ce sera pas rentable, mais même si c'est un peu bizarre de penser en tant que Bitcoiner qu'un État devra défendre mon réseau, je me dis que ce sera logique pour une société d'investissement qui a des centaines de milliards dans Bitcoin de miner à perte simplement pour sauver son réseau. Après, on pourrait se dire, si mine à perte, ça veut dire que le réseau n'est pas sécurisé, donc ça n'a pas la valeur qu'on pourrait titrer à un Bitcoin. Bon, je vois que ça a balancé plein de mains, donc allez-y, parlez les gars, Fanis. Ouais, mais moi, ce que je me dis, c'est que finalement, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'effet tragédie des communs? Alors, je sais pas si c'est exactement le bon terme, mais où en gros, finalement, chacun pourrait effectivement volontairement participer à sécuriser le réseau, même s'il n'a pas d'incentive financière directe. Mais finalement, tout le monde se dit, bah non, c'est un réseau commun. Euh, Pourquoi les autres le font pas, quoi? Et au final, enfin, c'est ce qui peut arriver. Alors, j'ai pas d'exemple là comme ça, mais il me semble que ça arrive déjà sur des infrastructures partagées. Et, euh, et je vois pas vraiment pourquoi ce serait nécessairement différent ici. Mais parce qu'il faut Alors, chauffer ma en piscine. l'occurrence, Vas-y. déjà, ça c'est une bonne raison. Et en l'occurrence, sur la tragédie des communs, je pense qu'il faut éviter enfin, enfin, c'est spécieux, je pense, d'appliquer la tragédie des communs à Bitcoin dans la mesure où, en tout cas, la littérature économique sur le sujet, qu'on doit essentiellement à des gens de, de, de la public choice comme Elinor Ostrom, ont beaucoup étudié empiriquement des exemples de communs et en s'intéressant à leurs mécanismes de gestion, d'allocation de ressources, de sanctions, etc. Et quand on regarde Bitcoin à travers ce prisme-là, comme l'avait fait Alan Farrington dans un long rapport qu'il avait écrit sur Bitcoin et les shitcoins, en gros, qui s'appelle Only the Strong Survives, justement, il prenait ce framework d'analyse et il en arrivait à la conclusion que sans que ça n'ait été le design spécifique de Nakamoto, Bitcoin a été structuré, j'entends là par là le protocole, de manière à répondre d'une manière assez frappante aux 8 critères qui sont mis en avant par Elinor Ostrom et qu'on retrouve dans tous les communs qui ne tombent pas justement dans cette fameuse tragédie et qui du coup ne sont pas surexploités, etc., etc. Et du coup, bah alors bien sûr, évidemment, cette analyse est faite dans le contexte où il y a encore une bloc subsidie, etc. Mais si on part encore une fois du principe que les frais de transaction sont un coût à payer pour la sécurité demandée par la personne qui va propager une transaction, je suis pas certain qu'on en arrive là parce qu'encore une fois, le mécanisme d'alignement des incitations est quand même bien foutu. Il y aura peut-être un problème, enfin, peut-être qu'il y aura une période de transition où il y aura plus assez de subsidies, de block reward et pas encore assez d'utilisation par des institutionnels ou enfin des États ou des personnes qui sont dans la capacité enfin, qui veulent rajouter enfin, qui veulent payer de l'argent en plus pour assurer la sécurité. Mais est-ce que c'est pas Bah, bien ça justement? Est-ce que ça va pas réguler le marché? Et justement, c'est où les bear markets régulent le marché, font que des mineurs font faillite et donc ils doivent revendre leurs marchandises moins chères, mettre tout profitable. Et finalement, tu as cette dynamique qui va faire que le marché change. Je pense que justement, enfin, si je vais faire l'avocat du diable pour pas avoir Guillaume, le fait que les frais soient genre fixés à travers des équations compliquées avec deux variables, pour garantir que les mineurs aient tant d'argent, finalement, ça détruit complètement le marché libre et ça détruit complètement l'intérêt qu'ils ont à essayer de se battre pour l'énergie la moins chère et les meilleures machines. Bah, je sais pas, je trouve que c'est vachement anti-Bitcoin de penser comme ça. Même si je peux comprendre pourquoi on doit en parler. Je trouve que c'est une très bonne discussion. D'ailleurs, j'en profite, désolé pour moi. Likez, abonnez, t'as toutes les descriptions pour découvrir qui était dans la description, l'Institut Bitcoin si vous avez besoin de formation accompagnée, et on retourne sur la discussion.
Merci beaucoup, Roxy. Mais pour répondre à ça, justement, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une variable d'ajustement entre les deux. C'est-à-dire que là, on parle de la block subsidy en Bitcoin, mais par le mécanisme du prix de Bitcoin, qu'on l'exprime en dollars ou même en ressources réelles, en coût de kilowattheure, etc., il y a un ajustement entre les deux qui se réalise, en fait. C'est-à-dire que enfin, la valeur en ressources réelles de la block subsidy ou même des frais de transaction, enfin, à travers le mécanisme du prix, elle est assez alignée vis-à-vis des ressources. Donc, effectivement, on voit le halving diviser cette block subsidy par deux jusqu'à ce elle soit réduite à néant. Mais déjà, ça se passe toujours comme ça. Et en fait, ce qu'on observe, c'est surtout que le prix augmente. Et enfin, je pense que le moment où ça posera un problème est tellement loin dans le temps que bah, soit c'est adopté, soit c'est abandonné, quoi. Non, carrément. Mais juste pour dire une dernière chose, après peut-être qu'on peut passer sur un autre sujet, mais pour le coup, je suis 100% d'accord avec Roxy. Alors ça peut paraître paradoxal parce que c'est moi qui ai apporté le sujet, euh, mais pour moi, ce risque de vouloir micro-manager Bitcoin, il est extrêmement élevé et je l'ai précisé au début. C'est pour ça que je dis, voilà, c'est sympa d'avoir la discussion. Par contre, voilà, très loin de moi l'idée de mettre ça en avant comme une solution viable. Et effectivement, c'est un peu la route qu'a choisi Ethereum avec notamment sa dernière mise à jour de EIP 1559, qui est de micromanager le protocole pour finalement le faire aller dans la direction que les développeurs veulent. Et donc, il y a un risque majeur d'avoir exactement la même chose sur Bitcoin, surtout que si on change la politique monétaire une fois, qu'est-ce qui nous empêche de le refaire? Et c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec Rodi sur ce point-là, c'est un sujet très épineux. Ouais, carrément. Euh, je voulais juste aussi préciser, et puis après on prendra peut-être quelques questions, que effectivement, je crois que c'est Théo qui l'a dit, il me semble. Euh, il y a effectivement un rôle très important du prix qui joue énormément sur la rentabilité des mineurs. C'est bon, ça c'est très logique, ça tombe sous le sens. Et finalement, ce que l'étude là dont on parle depuis le début conclut, c'est que avec une adoption de Segwit à peu près constante autour de 40-50%. Et si on avait donc des blocs à peu près moitié plus petits, il suffirait d'une augmentation du prix de 20% par an. Mais finalement, ce que ça veut aussi dire, c'est qu'en gardant des blocs de la même taille, avec une augmentation du prix de 40% par an, en gros, on a un budget sécurité jusqu'en 2040. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, la question, elle se pose déjà d'une certaine manière, de manière un peu plus proche dans le temps. Euh, donc finalement, je trouve pas ça si inquiétant parce que du même coup, de manière assez proche dans le temps, en fait, des augmentations de 40% par an en moyenne, bah, c'est déjà ce qu'on a, et même on a déjà plus depuis le début. Alors ça va sûrement aller en s'amenuisant, mais au fur et à mesure, ce qui va par contre augmenter, c'est l'utilisation. Je suis pas sûr que ce soit un problème qui se pose, même si c'est effectivement, comme on l'a répété, ultra important et intéressant de se poser les questions avant que d'y être forcé par un véritable problème. Bah voilà, si on va prendre des questions. Si vous avez des trucs à ajouter aussi, n'hésitez pas, les intervenants. Et puis, alors pour parler, si vous avez une question, une remarque, quelque chose à ajouter sur le sujet, donc vous avez le petit bouton en bas à gauche pour demander la parole. On va attendre voilà quelques secondes et puis s'il n'y a rien, on passera sur le troisième sujet qui concerne les CBDC. Hop, je vois qu'on a une demande. En attendant, j'en profite pour vous dire que le site e-commerce d'Eco Bitcoin est lancé. Vous pouvez acheter non, qu'est-ce que vous pouvez acheter? Vous pouvez acheter des blasons, des posters, des stickers, des block meat, des full notes de Silex, même si ça faut un peu nous MP, c'est un peu à l'arrache que c'est fait. Grosso modo, voilà, c'est de On peut Bitcoin s'acheter une Orbital, conscience aussi ou pas? Quoi? On peut s'acheter une conscience? Non, mais moi j'aime bien faire des pubs quand j'attends les gens qui parlent, parce que ça m'évite de le mettre au montage après, et c'est chiant le montage, les gars. Je pense que personne ne se rend compte à quel point c'est chiant le montage. Allez, à toi, Crypto. Ouais, salut les gars. Alors, bonsoir tout le monde. Déjà, je suis désolé parce que j'ai pas votre niveau, mais vous me l'excuserez, je pense. Moi, on parlait tout à l'heure des fees et sur ce que ça pourrait donner dans. J'ai entendu Gigi dire 20 ans. Pour moi, c'est dans 100 ans.
Enfin, quelle sera la valeur du Bitcoin à ce moment-là? Et est-ce qu'on peut extrapoler ou imaginer le pourcentage de fees que pourrait représenter une transaction? C'est-à-dire, est-ce qu'on serait perdant ou toujours gagnant à sécuriser le réseau? Je ne sais pas si je suis assez clair. Je sais que je peux être un peu confus, mais voilà. En fait, pour moi, j'ai du mal à me projeter à un moment où déjà on sera plus là. C'est un petit peu difficile, et à se dire voilà, si c'est adopté, ok. Mais est-ce qu'on peut imaginer que les frais de transaction demandés pour sécuriser le réseau Bitcoin seront supérieurs, par exemple, à ce qu'on paye aujourd'hui en frais bancaires? Question complètement débile, mais voilà. Est-ce que vous avez une idée d'un pourcentage ou de ce que ça pourrait représenter? C'est ça qui m'interroge. Ouais, juste avant que tu répondes, Guillaume, je voulais juste préciser on dit souvent en 2140 pour la fin du block reward, mais en fait, d'ici 20-30 ans, ça représentera enfin, ça représentera que dalle le block reward. Vu que c'est divisé par deux, ça descend vraiment très vite. Donc, dans les 80 dernières années, on gagnera que des Satoshi ou des milliers de Satoshi et pas plus. Donc le problème du block reward, il peut arriver beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait penser. Mais est-ce que c'est pas fonction du prix que ça aura aussi dans 20-30 ans? Aussi. Non, mais du coup, voilà, Lounès finalement a déjà répondu à la question et Fanny l'avait abordé juste avant. C'est-à-dire que le principe, c'est de diviser par deux. Donc, si tu regardes ça sur une courbe, la cadence par laquelle on va diviser les blocs subsidies, elle va être extrêmement élevée dans les prochaines années et petit à petit, ça va se réduire. Mais donc, forcément, en fait, ce dont on parle là, ça se joue sur finalement les 3, 4, 5 prochains halvings. C'est pas forcément dans 100 ans. Et c'est pour ça que c'est important d'aborder le problème maintenant. Parce que comme j'ai dit, voilà, aujourd'hui, la moyenne, si tu veux savoir le pourcentage des fees par rapport au block reward, c'est à peu près 3%. L'année dernière, après le halving, on avait réussi à tourner à peu près entre 10 et 15% pendant le bull market. Donc ça, c'était super positif parce que ça voulait dire qu'au prochain halving, du coup, mathématiquement, ce 15% se transformait en 30%. Et donc, on arrivait vraiment très proche de ce niveau d'équilibre de 50%. Mais donc voilà, Lounès a très bien répondu à la question. C'est un problème qui va arriver beaucoup plus rapidement. Et je pense qu'une partie de ta question, excuse-moi Louis, une partie de ta question était par rapport à combien est-ce que tu payeras comparé au système bancaire. Dans ce cas, en fait, ça dépend si tu veux des transactions on-chain, parce que tu veux mettre beaucoup de sécurité, genre t'es une banque, tu vas envoyer des milliards, ou est-ce que t'es un gars qui veut acheter un café. Dans ce cas, peut-être que comme on pense que ce sera démocratisé, tu utiliseras le Lightning Network avec des très petits frais. Donc il y a également cette dynamique qu'on n'a pas encore abordée, mais qui doit jouer. Et par rapport au halving, comprends bien que du coup, si tu divises par deux tous les 4 ans, si t'as pas un équivalent du x2 du prix du Bitcoin, bah dans ce cas, tu seras perdant, même si le prix monte. Donc on peut s'imaginer un Bitcoin démocratisé dans 30 ans. Ça m'étonnerait que dans 30 ans, il fasse x2 tous les 4 ans. Tu vois, il sera tellement gros, tellement utilisé, l'économie mondiale ne fait pas x2 tous les 4 ans. Donc finalement, tu vas te retrouver quand même avec une division des rewards du Bitcoin qui sera beaucoup plus rapide que les potentiels gains monétaires que Bitcoin prendra. Je ne sais pas si c'est logique ce que je dis, mais ça me paraît c'est important à prendre ça en compte si on pense dans très longtemps. Si, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Impeccable. Merci. Génial, ouais, merci pour ta question et merci pour vos réponses. Nicolas, je t'en prie si tu veux prendre la parole. T'es mute, sans à gauche. Ouais. Ah oui, désolé, à chaque fois. Ouais, donc je disais bonjour tout le monde, et puis je voulais juste rajouter un petit commentaire, mais ça vient d'être fait, parce qu'effectivement, le protocole va aussi s'étoffer en layer, et effectivement, il y aura moins de choses qui seront faites probablement sur la première layer, mais au contraire, je pense que c'est bien pour sa valeur, parce que quelque part, ça le replace vraiment dans un rôle de sécurité, c'est-à-dire qu'on va utiliser la layer 1 parce qu'on aura besoin du maximum de sécurité et pas forcément faire tout et n'importe quoi. Et le fait de renforcer, en fait, et de revaloriser, et de faire du strict nécessaire de sécurité, fera que, peut-être que je m'avance, hein, mais de plus en plus, on va être confronté à des problèmes de sécurité dans le numérique en général. Et donc, de plus en plus, mécaniquement, même en dehors des aspects financiers monétaires, on aura besoin de cette sécurité qui sera de plus en plus rare à acquérir. Donc, c'est juste aussi pour dire que le fait de replacer la sécurité
comme un point majeur de la layer 1, bien sûr, en plus de toutes les vertus du protocole économique, fait que probablement qu'on comprendra mieux pourquoi payer des fees plus élevés si on a besoin d'une sécurité qui est plus rare en même temps sur les réseaux. Voilà, donc c'est juste aussi cette dynamique-là. Et un autre point, c'est un peu le Lindy effect, mais au niveau peut-être plus micro. C'est-à-dire que plus les règles sont stables, je ne sais pas si c'est une théorie valide, mais j'aime bien penser que plus les règles sont stables, plus les acteurs peuvent le prévoir, l'anticiper, s'organiser, construire. Et finalement, peut-être que cet effet-là, on n'est pas obligé de le compenser par des décisions arbitraires de régulation de la taille des blocs, etc. Mais que ce sera plutôt un arrangement des acteurs et des contributeurs dans leur modèle d'utilisation et leur modèle d'investissement sur le minage, etc. Voilà, c'était juste quelques points. Merci beaucoup. Ouais, exactement. Je pense que ta dernière remarque, notamment, est absolument pertinente. Et je crois que ça rejoint un peu ce que disait Guillaume à un moment, qui est qu'effectivement, en fait, on a tout à gagner à conserver un système hautement prédictible comme les bitcoins aujourd'hui, plutôt qu'à vouloir micromanager Bitcoin, comme disait Guillaume, en essayant d'adapter tout pour que ce soit parfait. Super. Ben, merci à tout le monde. Ouais, vas-y Théo, pardon. Si je peux juste ajouter un tout petit truc là-dessus, je pense que c'est une remarque hyper intéressante, notamment si on prend la perspective que la monnaie, une de ses fonctions principales, c'est de conjurer l'incertitude qu'on a vis-à-vis des conditions du futur. Si on a besoin de monnaie, c'est pour pouvoir épargner, tout simplement parce que le futur est incertain. Si on savait exactement ce dont on a besoin demain, auprès de qui on pourrait l'obtenir, en échange de quoi, etc., on n'aurait pas besoin de monnaie. Et donc, du coup, une des grandes vertus de Bitcoin, c'est effectivement qu'il a tellement de certitudes endogènes, on a tellement de certitudes sur le fait qu'il fonctionnera demain comme il fonctionne aujourd'hui, que ça lui permet de fonctionner comme une bonne monnaie. Donc effectivement, je pense que la remarque de Nicolas est très pertinente. Il me semble que le fait d'avoir le minimum de changements possible et d'avoir une certitude la plus gigantesque possible sur le fonctionnement futur de Bitcoin, de sa politique monétaire, etc., c'est une des plus grandes vertus du système. Carrément, carrément. Super, bah, très riche discussion sur cette question des frais de transaction et de la taille des blocs. On peut enchaîner rapidement maintenant si tout le monde est chaud et qu'il n'y a pas de nouvelles remarques ou questions sur ce sujet sur les CBDC. Alors j'ai pin, je pense, un tweet de... on a une petite demande d'intervention. Peut-être pour un dernier complément. Je t'en prie, Bi. Miaou. Ok, bah on va switch sur le sujet 3 du coup. Waf, allez. Ok, merci beaucoup. Alors, du coup, le sujet 3, les CBDC, donc on a eu un petit papier, donc j'ai pin le tweet d'Alex Gladstein, c'est souvent des tweets de lui d'ailleurs, c'est assez marrant à remarquer, de la Banque Centrale Européenne sur les CBDC, et qui, moi, personnellement, m'a interpellé à deux égards. Un égard, un côté, c'est que globalement, dans le papier, il y a quand même l'idée qui est formulée à plusieurs endroits, même si je l'ai lu qu'en diagonale, que une monnaie numérique de banque centrale, ça pourrait être un token qui essaye de garantir l'anonymat. Alors que moi, je pensais que vraiment, ils avaient déjà acté que ce serait mort. Alors peut-être que c'est juste pour faire... c'est juste un écran de fumée. Et ensuite, il y a ce tableau là qu'on voit sur le tweet d'Alex Gladstein et qui finalement représente comme des avantages des CBDC ou de certaines catégories de CBDC, des choses qui sont finalement antithétiques au fonctionnement de Bitcoin et pour lesquelles Bitcoin a été créé justement, contre lesquelles il a été créé. Et je pense notamment, par exemple, à tout ce qui est seigneuriage qui est représenté à la fin du tableau. Donc le seigneuriage, pour rappeler un peu ce que c'est, en gros, c'est tout simplement la richesse que peut tirer celui qui bat la monnaie de l'émission monétaire, justement. Et donc c'est quelque chose que d'une certaine manière, finalement, les mineurs de Bitcoin obtiennent, mais avec la différence notable que tout le monde peut battre monnaie dans Bitcoin, alors que c'est bien évidemment pas le cas. Et ici, la banque centrale, les personnes qui ont écrit le rapport voient ça comme un bénéfice parce que finalement, ce
ce, ce revenu, ils considèrent aujourd'hui qu'il est massivement capté par les banques commerciales et que c'est un positif de finalement le redonner à la Banque centrale et c'est là que peut-être le bas blesse du coup indirectement aux États et aux citoyens. Voilà. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu plus le temps de parcourir ce papier parce que pour être franc, moi j'ai pas pu le lire en détail. Et puis je suis chaud pour avoir vos avis là-dessus. Yes, alors moi j'ai pas non plus, désolé d'avoir eu le temps de le lire, même si ce sera dans les descriptions. Par contre pour l'anonymat, j'ai peut-être une hypothèse, alors ça va de loin, mais ils avaient fait des surveilles il y a quelques mois, d'ici là même, pour demander qu'est-ce que les citoyens voulaient d'une CBDC. Et dedans finalement, l'anonymat est ressorti comme étant le premier truc. Bon évidemment je pense qu'avec les bitcoiners qui répondent aux surveilles de la Banque Centrale Européenne, donc forcément on a tous dit anonyme, donc ils l'ont pris en compte et plusieurs fois ils ont dit on a pris en compte votre remarque, sachant que ce sont les mêmes remarque que quand eux ils tweetent, on les démolit sur Twitter. Donc je sais pas à quel point ils nous prennent au sérieux ou ils trollent avec nous, mais en tout cas peut-être que l'anonymat vient de là. J'ai franchement pas d'autres explications outre des blagues pour pourquoi est-ce que la CBDC serait anonyme et pourquoi ils se tiraient une balle dans le pied eux-mêmes. Personnellement, je serais content, mais je pense pas qu'ils vont le faire. Mais voilà, c'est peut-être de là que vient la blague de l'anonymat. Et pour le reste, très intéressant, mais en effet, j'ai pas vraiment de choses à dire. Enfin, vous connaissez tous mon point de vue sur les CBDC. Pour moi, c'est la porte ouverte à un crédit social, enfin un contrôle total. Donc bon, je suis pas très objectif sur ce thème. Je pense qu'il y a peut-être un élément de réponse à cet égard-là, qui est qu'en fait, les CBDC, elles sont aujourd'hui essentiellement pensées par les banques centrales. Et là où effectivement les ministères des Finances ou les États au sens large ont quand même énormément envie de surveiller la population, les banquiers centraux, leur premier problème aujourd'hui, c'est d'avoir de nouveaux jouets pour pouvoir transmettre la politique monétaire de manière différente, du fait, par exemple, de taux d'intérêt négatifs, faire également, par exemple, en sorte d'avoir une épargne fondante, de pouvoir cibler certaines catégories de la population, certaines tranches d'âge, de pouvoir émettre de la monnaie qui ne peut être dépensée qu'à certains endroits, etc. Et j'ai pas lu ce papier en particulier, mais j'ai regardé pas mal des recherches que faisaient les différentes banques centrales sur le sujet, et c'est souvent cet axe-là qui revient. Et donc, j'y crois pas tellement, mais on pourrait effectivement argumenter que la surveillance n'est peut-être pas leur objectif premier et que leur manière de penser les pousse plutôt à chercher à essayer finalement d'avoir une sorte de système d'incitation qui va pouvoir leur permettre de piloter les actions humaines vers une sorte d'équilibre ou d'état de la société qui correspond à leur vision de ce qui est bon pour l'économie, de ce qui doit être produit aujourd'hui, de ce sur quoi il faut dépenser, etc. Plus que finalement de chercher à avoir un accès direct et total, un panoptique sur l'étendue complète de nos vies. Je pourrais l'interpréter comme ça. Après, c'est juste une hypothèse. À t'entendre, on a l'impression qu'ils jouent aux Sims et on est les petits Sims, quoi. Ils décident quand est-ce qu'on a le droit d'aller dépenser pour acheter des carottes. Et je suis d'accord avec toi. Tu sais que c'est exactement ça. En fait, il faut parler avec ces gens-là. Hein. Ça provient de la manière dont ils ont été éduqués, des études qu'ils ont fait, etc. Mais par exemple, l'incertitude sur le futur dont je parlais, pour eux, ça n'existe pas, en fait. Hein. Quand on fait appel à McKinsey, on fait appel à un oracle qui prédit l'avenir. Quand on a un modèle macroéconomique, on prédit l'avenir, etc. Et pour eux, quand leurs prédictions sont fausses, etc., c'est toujours, il n'y a pas assez d'informations, on ne peut pas transmettre la politique monétaire exactement comme il faut, il y a des asymétries, il y a des inefficiences de marché, des rigidités de prix. Donc, dans leur vision du monde, il ne faut pas oublier que c'est pas leur modèle économique, leur théorie et leur façon de voir le monde qui est erronée, c'est le monde qui est pas suffisamment pur et parfait pour rentrer dans leur théorie. Ils mettent la conceptualisation théorique avant la réalité. Hein. À aucun moment, les théories qui alimentent la pensée des banquiers centraux ne sont ancrées dans le réel. Vas-y Marco. Oui, salut à tous. Merci pour le podcast. Et je voulais dire, j'étais d'accord avec Théo et que sur la consultation de la BCE, en fait, tout le monde avait répondu le besoin d'anonymat et ça a été transformé en besoin de confidentialité. Et en fait, cette confidentialité, elle serait uniquement sauf pour la BCE qui aura le droit de contrôle. Et puis, sur le contrôle, je pense que c'est surtout une CBDC pour appliquer des taux négatifs, avoir une monnaie plus fondante et pousser à la consommation au besoin. Voilà.
Ouais, 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 ouais. complètement. Ouais. D'ailleurs, en fait, finalement, dans le tableau, l'essentiel, une bonne partie enfin, et dans le papier, une bonne partie des apports d'un CBDC, c'est de ce côté-là, que ce soit avec la distribution d'argent via Helicopter Money ou effectivement la gestion, enfin, la capacité de récupérer les fonds directement dans les portefeuilles détenus par la Banque centrale, qui serait en fait le portefeuille de tout le monde dans le cas d'une CBDC retail. Euh, je t'en prie, ouais, Random Wizard, je crois que tu étais là depuis un certain temps. Ouais, bah, salut à tous. Je voulais aussi parler du côté anonymat sur les CBDC, puisqu'il y avait, comment dire, la Banque de Boston aussi qui avait fait comme ça une recherche sur l'anonymat. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que voilà, ils ont parlé de Monero en disant que c'était une bonne technologie de vie privée sur la mise à l'échelle. Donc, je pense que c'est possible, mais après, de toute façon, rien ne les empêche de mettre une backdoor dans le portefeuille ou de tout simplement détenir tes clés, etc. Puisque, enfin, je sais pas si à un moment il parlait de ça dans le papier. Je crois pas. Je crois que de toute façon, voilà, l'idée c'est de d'utiliser un entre guillemets DLT et qu'en fait finalement, je crois que l'idée du citoyen qui a ses propres clés pour accéder à son portefeuille de banque centrale est quand même assez éloignée de. Après, je me trompe peut-être, je l'ai pas suffisamment décortiqué pour pouvoir le dire. Mais je crois que c'est plutôt axé sur les outils pour de gestion justement monétaire des banques centrales et pas tant sur l'émancipation du citoyen au travers de la cryptographie. Après, si on veut aller dans ce sujet-là, bon, déjà, on sait que le cash va devoir disparaître si jamais il y a des taux d'intérêt négatifs, parce que bah, les deux sont pas vraiment compatibles entre eux. Et par rapport à ça, tu pourrais imaginer des lois comme la Travel Rules, en mode si tu dépenses plus de 1000 euros, tu dois plus être anonyme, par exemple, ou 500, t'es plus anonyme par rapport à qui reçoit. Et tu pourrais imaginer aussi des systèmes de cryptographie en mode c'est des 2 sur 2 à partir de X montant d'argent avec la Banque Centrale Européenne qui a mis des clés. Donc si tu veux dépenser 5 euros pour ton café, tu as le droit tout seul comme un grand. Par contre, si tu dépenses plus de 20 000 euros, dans ce cas, tu dois attendre que la BCE signe la transaction de leur côté également. Enfin, c'est de l'hypothèse, hein, mais tu pourrais imaginer des systèmes comme ça pour en fait limiter quel montant tu as le droit de dépenser avec ou sans leur autorisation. En fait, comme si on te contrôlait. Enfin, c'est comme si tu étais un enfant. C'est des contrôles parentaux finalement. D'ailleurs, si je peux rajouter le côté multisig, comme ça pourrait être intéressant pour eux, puisque même s'ils centralisent les clés et que, par exemple, ils se font voler les clés, faudrait toujours qu'ils aient les clés des citoyens. Enfin, si je comprends ton point de vue. Ouais, alors là, niveau de sécurité, il faudrait demander à Frédéric ou d'autres personnes, hein, mais je me dis plus en mode comment est-ce que je l'imaginerais sur papier, en mode autoriser l'accès d'un compte à travers un certain montant pour pas les prendre trop pour des enfants et qui se révoltent pas, mais en même temps bien les prendre pour des cons si jamais ils veulent dépenser plus de X montant. Ah, ouais, si je peux intervenir 2 secondes, moi je pense que effectivement, de toute façon, pour eux, l'identité, la gestion de l'identité, vu que l'Union européenne, c'est une grosse usine à gaz, ils ont déjà des projets d'identité, ils veulent pas que les deux projets se percutent, à mon avis. Et ils s'en foutent, en fait, que ce soit la monnaie elle-même de la CDBC qui soit anonyme, parce que de toute façon, ils auront l'identité via le système d'identité qui sera à un moment donné nécessaire pour créer un wallet. Et probablement qu'effectivement, ils mettront de toute façon une de leurs clés dans les multisignatures pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais je pense que surtout, l'anonymat, ils en ont besoin. Parce que si on regarde quand même l'historique des grosses fraudes institutionnelles bancaires, je pense que ils ont une certaine pression quelque part à garder en fait certains passe-droits, quoi. Euh, Parce que si on remet juste les chiffres en contexte, hein, les derniers chiffres des Pandora Papers, mais même des autres, hein, il y en a à peu près deux par an comme ça, et c'est juste ce qui a fuité, c'est 11 000 milliards. Donc on se doute bien qu'avec des sommes comme ça, avec des enjeux mafieux, parce qu'à ce niveau-là, c'est des négociations qui sont mafieuses, hein, même avec les États et les banques, euh, ils peuvent pas s'exposer à trop de transparence, quoi. Donc je pense que ça les arrange bien que la partie monétaire soit en partie anonyme, que nous, ce sera plutôt confidentiel,
et que de toute façon, les identités, ils y auront accès par un autre système qui sera un système de gestion d'identité européen, quoi. Donc voilà, c'était juste un peu la façon dont je voyais leur organisation se dessiner. Non, je pense que tu as raison. Leur but, c'est de réussir à attaquer les petits portefeuilles. En fait, c'est toujours comme ça que le pouvoir se divise à travers les empires. C'est très facile d'aller taxer des seigneurs. C'est très compliqué d'aller taxer la population. C'est encore plus compliqué d'aller nous taxer tous individuellement dans les 14 portefeuilles crypto qu'on a. Donc c'est là, en fait, où ils doivent vraiment attaquer. Crypto, vas-y, à toi. Ouais, c'était juste pour revenir un peu sur ce que tu disais là, sur leur façon de faire ou de jouer avec leur possibilité de multisig sur donner l'autorisation. Mais il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas enfin, je sais que vous êtes au courant, je pense, hein, mais que c'est déjà le cas dans le fiat. Hein. Je veux dire, si moi demain, je veux retirer 1500 € dans ma banque, il faut que je leur donne un justificatif. Je veux dire, on est déjà plus maître de ce qu'on a. C'est-à-dire qu'ils ont déjà ce pouvoir. Et je suis pas sûr que ça soit leur réel enjeu pour les CBDC, pardon. Et moi, je vois ça plus vraiment comme un contrôle dans le futur où ils seront les premiers à te dire, OK, toi, tu as le droit au RSA, toi, tu as le droit, parce que tu es entrepreneur et tu as fait ça, ceci, cela, tu peux avoir ça comme aide. Ça, si tu as fait ça, hop, toi, tu peux. En fait, c'est de la distribution. Ils vont pouvoir cibler chaque personne, chaque entreprise, enfin voilà, chaque individu en fonction de ce qu'il est, si on continue dans cette évolution, quoi. Voilà, c'est juste pour dire qu'en fait, on n'a pas attendu le Bitcoin ou les pseudo menaces qui pèsent sur lui pour les avoir déjà sur le fiat. Je voulais juste rajouter un petit truc sur ce que disait Roxy tout à l'heure là sur finalement la résistance à la taxation. Ça va, à mon avis, même encore plus loin que ça, hein, parce qu'en fait, à travers ces projets de CBDC, en fait, il n'y a plus besoin de taxation. Les recettes de l'État peuvent être directement générées à travers des taux d'intérêt négatifs ou à travers une émission discrétionnaire et directe de la masse monétaire. Donc, d'une manière très démagogique et complètement dégueulasse, ça peut encore plus être mis en avant comme une manière de baisser les taux de taxation, ce qui ne veut pas dire que vous aurez plus de pouvoir d'achat, vous en aurez tout aussi peu, voire même moins, mais ce sera beaucoup plus difficile à comprendre pour le kidam moyen, et donc ce sera beaucoup plus facile d'obtenir son assentiment. Ouais, intéressant. Et crypto, je suis d'accord avec toi, hein, n'importe qui gère un peu de cash ou une entreprise sait que c'est très vite limité le bordel. Clairement, ils nous ont pas attendu pour bloquer les ponts de sortie. Moi, j'aimerais juste dire juste une petite phrase, parce que je sens que je me dois de le dire, pour que les gens se rendent bien compte qu'en fait, banque centrale, c'est une des dernières reliques du communisme qu'on a, puisque ça, c'est vraiment de la planification centrale, c'est le contrôle de toute l'économie. Et donc, les banques centrales, aujourd'hui, dans nos systèmes, si on va appeler ça capitaliste, c'est la seule relique un petit peu communiste qui nous reste. Et donc, si vous connaissez un petit peu l'histoire avec un grand H, ça devrait étonner personne que les banques centrales se comportent comme ça, parce que comme l'a dit Théo tout à l'heure, cette mentalité de vouloir adapter la réalité économique à son idéologie, ça produit toujours des conséquences catastrophiques. Et donc voilà, c'est juste pour préciser que c'est dans le mot en fait, hein, banque centrale, centralisation, etc. C'est ce contre quoi on lutte tous finalement. Et donc voilà. Oui, c'est un super bon point hein, que fait Guillaume. Il disait, par exemple, si on peut parler de capitalisme, moi, mon opinion personnelle, c'est que c'est absolument pas le cas. Hein, c'est la fameuse phrase de Usual Suspect, hein, le plus grand tour que le diable ait jamais réussi à jouer, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. On vit absolument pas dans un système capitaliste. Le prix du temps et le prix de l'espace, c'est-à-dire les taux de change et les taux d'intérêt sont administrés de manière centrale par 7 mecs au milieu d'une pièce. Faut bien se rendre compte que même en URSS, c'était un peu plus décentralisé que ça. Hein. Il y avait des administrateurs locaux et des trucs comme ça. Et donc, comme le disait justement Guillaume, hein, je peux que seconder ce qu'il dit. C'est pas qu'une question d'opinion ou de vision des choses ou quoi que ce soit. C'est logique qu'il n'ait pas à leur disposition la quantité d'informations nécessaires pour allouer des ressources dans un monde complexe. Et donc, ça peut de toute manière donner que des massacres, enfin que des désastres plutôt. Complètement, carrément. Merci à tous. On va prendre encore peut-être 1-2 questions et puis ensuite on clôturera le space.
puisque ça fait déjà plus d'1 heure. Donc n'hésitez pas à intervenir si vous avez une dernière remarque ou une question. Je te laisse, Roxy, sinon, si personne ne se manifeste, nous faire la clôture comme tu le fais si bien. Moi, je voulais parler du fait, des banques qui sont un peu communistes, mais Bitcoin, au fond, c'est un petit peu communiste, puisque on a tous accès, à la même récompense. Genre, on est sur le même bloc. Quand on fait un réseau, c'est un réseau qui est communautaire. T'es forcé à aider, même ton ennemi à bien utiliser le logiciel, puisque sinon, on est, on est vulnérable à plus d'attaques, etc. Du coup, moi, je sais pas, je suis partagé sur cette question. Si je peux juste répondre à ce que tu viens de dire, faut pas confondre collaboratif et communiste. Le marché, par définition, est un système collaboratif qui est basé sur l'échange, la division du travail et donc finalement des services mutuellement rendus entre individus qui trouvent leur intérêt propre à s'aider les uns les autres. Là où le communisme est basé sur l'idée de mettre en commun les ressources, avec la fameuse formule de à chacun ses besoins à chacun ses moyens selon ses besoins. Enfin, je me rappelle plus exactement. Ça fait mal au cerveau ces conneries. Mais bref, Bitcoin, c'est un système qui effectivement ressemble à un bien commun dans la manière dont il est organisé, dont le protocole est organisé. On en parlait un peu plus tôt. Par contre, c'est absolument pas et c'est un système collaboratif, pardon, mais c'est absolument pas un système communiste et surtout c'est pas un système centralisé. Et c'est probablement ça qui fait la différence. En soi, il n'y a rien de fondamentalement mauvais aux communistes. Toutes nos relations à petite échelle, avec notre cercle de confiance proche, que ce soit nos amis, notre famille, les gens à qui on fait confiance directe, sont des relations communistes. Le problème du communisme, c'est que ça passe mal à l'échelle. Justement parce qu'on a besoin de prix. C'est le point majeur, c'est que Bitcoin, c'est toi qui choisis de l'utiliser. Une CBDC ou n'importe quelle autre monnaie sous un système communiste, ça sera imposé. Enfin, juste pour dire ça, c'est ça la différence majeure aussi. Oui, je comprends. Carrément. C'est intéressant. Ok, nickel. Bon, écoutez, on m'a donné un job, donc je vais devoir le faire. Merci beaucoup à tous d'être restés pour cet entonnoir du Bitcoin. Je pense qu'on est épisode 18. Donc merci à tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début et qui sont encore là. Merci à mes Patreons pour rendre le Bitcoin possible. Merci Théo pour sa venue. L'Institut Bitcoin, dans la description, il y a le lien. C'est le nouveau truc un peu cool des Bitcoiners qui nous en aident. Et vous pourrez retrouver le replay partout comme d'hab. Partagez-le autour de vous. On se retrouve très bientôt. Le site marchand est ouvert. Merci Guillaume, merci Vanis, merci Lounès. John, on t'embrasse de très loin. Merci aux intervenants. Bisous à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine, 18h sur Twitter, en direct. Bisous les amis. Pétition pour remplacer John par Théo. Hashtag Twitter. Coupez. Replace. Non, me mettez pas au milieu de ça. Merci à tous et puis bonne soirée. Bisous. Merci, bonne soirée. Ciao à tous. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!